un peu le fonctionnement du système de publication, et puis ensuite les problèmes qui sont liés à son état actuel, et ensuite essayer de voir qu'est-ce que le libre accès peut apporter comme solution, qu'est-ce que ça résout pas. Donc le fonctionnement de la recherche, en gros, hein, je schématise un peu grossièrement, mais donc, on a les chercheurs qui font de la recherche, qui se basent sur les résultats précédents, donc qui ont besoin évidemment d'avoir accès aux résultats des autres chercheurs et à leurs précédents résultats, mais ça a priori c'est bon, ils les ont. Et une fois qu'ils obtiennent des nouveaux résultats qu'ils pensent devoir partager avec le reste de la communauté, en fait ils les rédigent sous forme d'articles. Et une fois que ces articles sont rédigés, on les soumet donc à des journaux ou des conférences qui sont chargés de les faire connaître à un plus large public. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que y a un comité de lecture du journal ou de la conférence qui va récupérer les articles qui ont été soumis, va les juger, faire des remarques et les accepter ou pas, et en particulier aussi faire des remarques qui vont permettre d'améliorer l'article le plus souvent. Et ensuite, les articles acceptés, ils sont publiés. Donc j'ai mis publié entre guillemets parce que publier littéralement ça veut dire rendu public, et on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Donc le fonctionnement de... Ah oui, je vais vous introduire juste 3 mots de vocabulaire pour si jamais vous les connaissez pas, parce que je vais les utiliser après. Quand on vient de rédiger un article et qu'on le soumet, on appelle ça un préprint. Une fois qu'on a inclus les modifications des relecteurs du comité de lecture, on appelle ça un post-print, et une fois que c'est la version acceptée finale qui a été retouchée potentiellement par l'éditeur, donc pour faire de la mise en page ou des choses comme ça, c'est la version publiée. Ouais, donc un bref historique du système de publication. Donc le premier journal moderne, on va dire, donc avec un espèce de comité de relecture et tout ça, il est paru en 1665, il s'appelait le Journal des Savants, c'était un truc français. Quelques mois après, il y a Philosophical Transaction, qui est un truc qui lui existe toujours, mais c'est anglais. Philosophical Transaction of the Royal Society, carrément. Voilà. Et ouais, c'est un peu plus classe. Mais remarquez, écrit savant comme ça fait stylé aussi. Et voilà, donc ensuite on a au XVIIe, il y a l'apparition de pas mal de revues en fait, de sociétés savantes qui commencent doucement à prendre la place des échanges informels de lettres qu'on avait entre les... Alors on peut pas forcément appeler ça des chercheurs à l'époque, mais entre les scientifiques, philosophes, tout ça. Puis au XVIIIe, là, il y a les revues qui commencent vraiment à s'imposer comme le support privilégié. Et même après la Révolution française, en fait, on a des instituts qui sont créés, des instituts publics dont le but est de conserver le patrimoine scientifique, en fait. Ensuite, au XIXe, on a des maisons d'édition qui commencent à apparaître. Donc il y a des grosses maisons, genre Masson, Willet, Springer Verlag, Duno ou Elsevier, que vous connaissez peut-être, qui sont apparues déjà à ce siècle-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais qui ont disparu aujourd'hui, donc juste là, donc après la Première Guerre mondiale, et puis aussi à cause de la crise de 29, en fait, il y en a pas mal qui disparaissent ou qui se font racheter par des plus gros. Et les moins petits, ceux qui arrivent à rester un petit peu, ils commencent à se concentrer sur les universités. Ils voient qu'il y a les universités commencent à s'organiser, donc il y a un marché en fait qui s'ouvre. Et donc ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, on a une forte croissance de l'activité scientifique, parce qu'il y a une reprise qui est là. Et l'industrie de l'édition scientifique, du coup, connaît une accélération qui va avec cette reprise de la croissance de l'activité scientifique. Et on passe de maisons d'édition à vraiment des grosses multinationales, là, pour le coup, qui commencent à appliquer des nouvelles tarifications. Et donc, en fait, on voit qu'en 60, on a les premières discordes entre les bibliothèques et les scientifiques d'un côté et les maisons d'édition de l'autre. Parce qu'en fait, voilà, ce qui se passe, c'est à cette période-là à peu près, il y a pas mal de revues qui sont créées par les maisons d'édition et qui commencent à avoir des pratiques tarifaires qui permettent d'augmenter le prix des abonnements en fait, au fur et à mesure. Et ce qui se passe, c'est que les bibliothèques, en réaction à ça, du coup, c'est la première fois qu'elles commencent à avoir des problèmes de budget pour s'abonner à ces trucs-là. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent en place du prêt interbibliothèque d'articles photocopiés. Et c'est là que ça commence un petit peu la guerre avec les maisons d'édition, quoi. Parce qu'évidemment, eux, ils sont pas contents. Donc aujourd'hui, maintenant, on a Internet. Youhui, c'est trop cool. Donc ça fait quelques années quand même, hein, maintenant. Et en fait, qu'est-ce que ça permet Internet ? Ça permet une diffusion des articles qui est plus simple et plus rapide, qui est a priori plus écologique. Hein. Faudrait vraiment faire l'étude pour savoir si la consommation d'électricité par rapport au papier, tout ça, enfin voilà. Mais a priori, c'est plus écologique. Moi, j'ai envie de penser que ça l'est en tout cas. Et surtout, c'est moins coûteux.
Et on a aussi quelque chose qui est nouveau, c'est une possibilité d'autodiffusion en fait. On n'a plus besoin d'avoir des gens dont c'est le métier d'amener du papier partout dans le monde en fait. L'autodiffusion elle peut se faire par les chercheurs eux-mêmes s'ils ont une page web ou par leur institut dans lequel ils travaillent. Et surtout elle peut être faite par les journaux et les conférences qui peuvent être complètement indépendantes des éditeurs. Donc du coup le rôle de l'éditeur, qu'est-ce que c'est? Donc le rôle de l'éditeur c'était principalement la distribution, mais ça on vient de voir que c'était plus ou moins facile à le faire sans lui grâce à internet, et la mise en forme des articles. Alors ça en fait c'est quelque chose qui est de moins en moins nécessaire parce qu'aujourd'hui dans beaucoup de domaines, les éditeurs ce qu'ils font c'est qu'ils fournissent des feuilles de style en fait, que ce soit pour LaTeX ou pour Word, pour LibreOffice, et on a juste à taper l'article et ça se met tout seul en page à peu près comme ils le veulent, et du coup il y a très peu de boulot de mise en forme derrière. Il y en a toujours, mais il y en a quand même beaucoup moins et dans de moins en moins de domaines. Donc finalement, ils font pas grand chose d'autre en fait, on se rend compte. Vu que si on regarde un peu qui dépense de l'argent quand, donc il y a de l'argent public qui finance la recherche en payant les chercheurs, en achetant les équipements, en finançant les universités, les écoles, les laboratoires. Le contrôle de la qualité des articles, les comités de relecture, c'est des chercheurs, ça fait partie de leur travail de regarder ce que font leurs pairs et de juger de la qualité et de décider collégialement en fait de qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas. Et parfois même on paye pour la publication. Donc il y a quelques journaux qui pratiquent ça, et puis il y a des domaines dans lesquels c'est la règle. En médecine par exemple et en pharmacie, on paye à la page pour publier, et on parle parfois de plusieurs centaines d'euros par page en fait. Et puis ensuite derrière on le rachète donc aux éditeurs qui sont des sociétés privées. Chaque université les rachète parce que sinon ces gens-là ils vont pas gagner de sous, hein. Voilà. Et puis par exemple à l'ENS, donc quand j'y étais, j'ai pu récupérer sur l'intranet en fait le rapport d'activité de réseau des bibliothèques, donc ça s'appelle le service commun de documentation. On voit en 2011 le montant total des dépenses, c'est plus de 2 millions d'euros. Et juste les dépenses documentaires, c'est plus de la moitié en fait. Et il faut prendre... Enfin, quand on dit que c'est 1 million d'euros qui est dépensé par l'ENS, donc il faut voir que l'ENS c'est pas très gros comme institution. Il faut savoir en plus que le rapport précise bien en dessous et le répète, qu'en plus les chercheurs de l'ENS ont accès via le CNRS, via l'INRIA, via les facs, les universités de Paris à côté qui sont aussi tutelles en fait des laboratoires, ont accès à plein, notamment en sciences, ont accès à plein déjà de publications. Donc il y a un facteur d'économie important là qui est fait. Et parce qu'il n'y a pas besoin en fait d'acheter toutes les publis, il y en a plein qui sont déjà accessibles par ailleurs. Malgré ça, on dépense quand même plus d'1 million d'euros par an pour distribuer de l'argent aux actionnaires des maisons d'édition. Donc il y a quelque chose à savoir, c'est que l'ENS dépense ça. Au niveau national, on passe 2 ordres de grandeur au-dessus. Par exemple, le CNRS tout seul, c'est direct 37 millions par an. Vous regardez le nombre d'universités qu'il y a, le nombre de grandes écoles, le nombre de laboratoires. Vous prenez l'INSERM pour lequel j'ai pas trouvé les chiffres, l'INRIA, l'INRA, on passe tout de suite dans le 2 ordres de grandeur au-dessus. Au niveau mondial, on est donc encore plusieurs ordres de grandeur au-dessus, on est à 10 milliards de dollars dépensés là-dedans, dont plus des 3/4 proviennent d'institutions publiques. Publiques au sens... aux États-Unis, les universités c'est considéré comme public parce que c'est les tuition fees des gens qui payent, même si c'est des trucs qui sont pas publics au sens français. Voilà, donc de l'autre côté, par contre, on va prendre l'exemple de Reed Elsevier qui affiche fièrement sur son site que en 2013, ils se sont fait 7 milliards d'argent, dont 2 milliards de bénéfices. Voilà, donc maintenant 80% de leurs revenus, c'est des abonnements en ligne. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une idée une des grosses maisons d'édition, combien ils se font d'argent sur le dos de la recherche. Et puis en plus de tout ça, donc on voit oui c'était en augmentation. Donc ouais, ces dernières années en fait, donc à cause du mouvement entre autres de l'open access qui inévitablement va prendre le dessus parce que c'est pas soutenable en fait la situation actuelle. Si vous voulez, c'est un peu comme un poisson qui est sorti de l'eau, il se débat quoi. Donc là ils augmentent leur prix à mort. Et donc par exemple la Télécom ParisTech, la bibliothécaire a bien voulu me filer les chiffres. Sur les 5 dernières années, l'IEEE, donc qui est c'est un éditeur et une association savante qui s'occupe principalement d'ingénierie, 61% d'augmentation, les abonnements en 5 ans. Elsevier c'est 21%, Springer 32%.
Voilà, donc je sais pas si vous imaginez les coûts que ça fait. Et puis il y a certaines universités qui peuvent plus renouveler certains contrats. Il y a l'UPMC qui s'est battu contre Elsevier, à qui il filait pendant plus de 10 ans 1 million d'euros par an. En 2009, ils ont décidé d'arrêter. Finalement, ils l'ont reconduit pour un an par solidarité, parce qu'en fait, ils sont dans un consortium national qui s'appelle Couperin, qui négocie pour le compte des universités avec les éditeurs. Et si l'UPMC se cassait, ça faisait... Enfin, Couperin avait déjà fait le deal, en fait, et du coup, ça faisait que les autres devaient se partager le coût. Donc, ils sont restés un an par solidarité. Et puis, en 2010, ils ont fait une très vaste consultation dans leur laboratoire. Les chercheurs, ils ont dit, ben non, enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Et finalement, le conseil scientifique a unanimement voté l'arrêt de l'achat du big deal de Elsevier. Et donc ils se sont abonnés juste quelques gros journaux qui étaient importants, mais individuellement. Voilà. À côté de ça, depuis, ils se sont désabonnés à la revue Science aussi, qui est donc une des grosses revues avec Nature. Paris 5, c'est des abonnés de Nature. Et on a de ça aussi, donc je vais pas trop le temps, je vais pas détailler. Il y a donc l'université de Constance en Allemagne qui a eu la même situation que l'UPMC. Il y a des situations comme ça partout, en Belgique, aux États-Unis, au Royaume-Uni. C'est quelque chose qui est mondial à l'heure actuelle. Ah oui, un truc marrant aussi, c'est que quand l'UPMC a décidé d'arrêter de ne pas renouveler le contrat, Elsevier, il restait 3 mois du contrat actuel et ils ont quand même coupé l'accès comme ça. Ils ont dit ah bon, voilà. Et ça a été rétabli au bout de quelques jours, mais il y a eu quand même ce truc-là qui était assez scandaleux. Donc oui, là, c'était des liens de source de ce que je raconte. Donc, ce à quoi on a affaire, finalement, c'est des éditeurs voyous. Ce qui est dit en général, c'est qu'Elsevier est en tête de liste parce qu'en fait, c'est eux qui testent les trucs les pires et puis les autres suivent, en fait. Donc typiquement, Elsevier, c'est eux qui ont commencé à avoir des contrats confidentiels avec les universités, en leur expliquant que vous comprenez, si on vous fait des petits avantages, on ne peut pas le dire aux autres commercialement. En pratique, c'était juste pour faire monter les prix. Et on se rend compte quand on fait une étude, il y a Timothy Gowers qui a fait une assez longue étude, c'est un peu long à lire, mais c'est vachement intéressant, puis c'est récent, vous voyez, ça date du 24 avril. Qui a fait une étude avec des universités américaines. Il s'est rendu compte que même le fait que ce soit un secret, les prix, ça, la clause de confidentialité est elle-même secrète en fait. Donc du coup, il s'en est rendu compte parce qu'il a demandé à plusieurs bibliothèques d'université et ce qu'il recevait, c'était tout le temps la même lettre, bizarrement signée de l'université, mais tellement similaire, et il s'est rendu compte en fait que c'était une lettre type donnée par Elsevier. Si on vous pose des questions, vous répondez ça. Sinon, on vous met dans la merde, tu vois. Vraiment, il y a vraiment des choses complètement horribles qui se passent. Et voilà, ça c'est un peu ce qui se passe quand on a des entreprises privées qui sont chargées de la distribution de la connaissance, c'est qu'on sert les intérêts du capital plutôt que ceux de la connaissance, justement. Donc voilà, moi je vous dis tout ça, et en fait ce dont on se rend compte quand on étudie un peu le problème, c'est que le coût en euros, c'est un symptôme du problème, c'est pas le problème réel. Le problème réel, c'est cette privatisation justement de la distribution des résultats de la recherche. Quand on a les citoyens qui payent des impôts dans tous les pays et qui financent la recherche publique, c'est pas normal que ça profite à ce point-là à des sociétés privées qui derrière ne réinvestissent que très peu finalement. On voit les bénéfices qu'ils font, c'est monstrueux. Donc l'accès citoyen est quelque chose de très important, notamment pour tout ce qui va être la médecine, mais pas que. Et puis évidemment, il y a une question aussi simplement d'égalité entre les étudiants, les chercheurs, les chercheuses, et entre universités dans le monde entier. Parce que, déjà, entre universités en France, je veux dire, il n'y a pas avec le financement par projet, les ERC, tout ça, on a plein de sous à l'ENS, mais en province, les universités ont plus de thunes. Mais en plus, quand on regarde dans des pays émergents, tout ça, non seulement ils n'ont pas de thunes pour financer leurs universités, mais en plus, du coup, ils n'ont pas accès à la recherche qui est déjà faite. Donc on a vraiment deux vitesses, et il n'y a pas possibilité de rattraper si on n'utilise pas des solutions un peu radicales. Donc le libre accès, c'est une proposition de solution à ça, c'est la mise à disposition de toutes les publications, du plus possible en tout cas, et des données de la recherche en accès gratuit et illimité via Internet, sans restriction, sans condition de lieu, d'appartenance à une université ou d'abonnement pris à des éditeurs ou des sociétés savantes. Donc on va essayer de se poser la question de qu'est-ce que ça résout et qu'est-ce que ça résout pas comme problème. De combien ça coûte, et puis des questions qui reviennent souvent, c'est par exemple quid de la reconnaissance des auteurs. Donc ça, c'est les gens qui savent pas trop encore ce que c'est l'open access, qui pensent que c'est juste de lâcher les articles dans le domaine public sans nom, sans rien du tout. On va voir que c'est pas ça. Et comment financer la publication, ou plutôt qu'est-ce qui reste à financer quand on est en open access aussi.
Voilà. Donc comment c'est rendu possible déjà? Donc on l'a dit, on l'a répété, Internet, on a un coût de diffusion qui est très faible. Et puis ce qu'il faut, c'est le consentement des détenteurs du copyright des articles. Le copyright, par défaut, quand vous écrivez un truc, même sur un bout de papier, c'est vous qui en avez le copyright. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on donne le copyright aux éditeurs quand on soumet un article chez eux. Enfin, pas quand on le soumet, mais quand il est accepté, heureusement. Donc ça, c'est quelque chose que les chercheurs pourraient simplement arrêter de faire. Il y a déjà des initiatives dans ce sens-là, avec des universités qui disent « ben non, moi quand je finance des chercheurs, le copyright, c'est moi qui le récupère. Et derrière, on va voir ce qu'on peut faire avec les éditeurs. » Donc évidemment, les chercheurs et chercheuses, ils ont toutes les raisons de préférer le libre accès, hein, puisque eux, de leur point de vue, de toute façon, quand un article est vendu, enfin, c'est pas parce que l'article n'est pas vendu qu'ils vont recevoir moins de sous. De toute façon, l'article, une fois qu'ils l'ont donné à l'éditeur, c'est l'éditeur qui récupère de l'argent, c'est plus eux. Ils font de toute façon les reviews, ils les font sans être payés, ça fait partie de leur travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc simplement, eux, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus, faire partager ce qu'ils ont trouvé, parce qu'a priori, s'ils ont fait cette recherche, c'est qu'ils pensent que c'est important. Et donc ce qu'il faut, c'est un accès plus simple, plus large à leurs articles. C'est exactement ce qu'offre l'Open Access, qui donc a plus de lecture, plus de retours, donc une meilleure possibilité d'amélioration des articles, plus de reconnaissance. En revanche, il y a des craintes qui reviennent souvent, donc je vais essayer de les lister. Donc c'est en partie une liste qui vient du bouquin de Peter Suber, je vous mettrai le lien à la fin, qui s'appelle Open Access, qui est assez bien foutu, qui est évidemment disponible en ligne gratuitement. Et librement, il est sous une licence libre. Donc qu'est-ce que c'est pas? C'est pas un moyen de se passer des peer reviews, donc du comité de lecture. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Il y a notamment un article, je sais pas si vous l'avez lu, dans Science, de John Bohannon, qui est Enfin, c'est pas un article, c'est un torchon en fait, où il explique que l'open access, c'est cesser se passer des peer reviews. Et il le fait avec une méthode scientifique, enfin qui est pas du tout une méthode scientifique. Il fait juste n'importe quoi. On va pas rentrer dans les détails. Mais si vous cherchez, l'article s'appelle Who is afraid of peer review. Vous le cherchez sur Google. Le premier résultat, c'est même pas, enfin en tout cas dans mon Google à moi, vu qu'il personnalise, c'est même pas l'article lui-même. C'est des gens qui critiquent l'article, et tout le reste des résultats, à part son article, c'est des gens qui expliquent que c'est pas bon. Si vous voulez le lire en français, il y a une critique de l'article sur le blog de Vincent Bonhomme, qui est génial par ailleurs aussi. Voilà, donc l'open access est compatible avec toute forme de comité de lecture, de peer review. Il ne s'agit pas du tout de ne plus contrôler la qualité des articles. C'est pas une réforme du copyright, donc ça c'est quelque chose, je sais pas pourquoi les gens ça les fait flipper. Mais en gros, les licences libres qu'on peut utiliser, c'est comme pour le logiciel, elles se fondent sur le copyright. Il n'y a pas du tout question de réformer ça. L'idée au contraire, c'est que les auteurs gardent le copyright de leurs articles ou les institutions dans lesquelles ils travaillent. C'est pas une réforme du droit d'auteur. On parle pas du tout d'œuvres où il y a des royalties. Quand un article est vendu, je l'ai déjà dit, l'auteur ne touche rien du tout. Donc on ne touche pas au droit d'auteur ici. Et pour ce qui est des bouquins, il y a déjà alors pas des bouquins scientifiques, mais il y a pas mal de romans, tout ça, qui sont disponibles sous double licence, c'est-à-dire qu'ils se vendent en version papier et il y a une version open access en format électronique, ça marche très bien, donc on pourrait imaginer ça pour les bouquins scientifiques aussi. Enfin, c'est une question intéressante en tout cas. C'est pas un déni des coûts de publication, ce qu'on dit c'est que ça coûte moins cher, pas que ça coûte rien. C'est pas une façon de diminuer le contrôle des auteurs sur leur article, alors tout au contraire, vu que je l'ai dit, je l'ai répété, c'est justement l'idée de garder le copyright et de pas le donner à une société privée. Donc c'est bien tout le contraire. C'est pas du tout une façon de banaliser le plagiat. De toute façon, qu'est-ce que c'est le plagiat en recherche, vu que de toute façon on se base sur les résultats des autres. Au contraire, avec les éditeurs classiques, en fait, quelque chose qui est interdit, c'est de soumettre chez eux quelque chose qui a déjà été publié ailleurs avant, y compris pour certains éditeurs, si on le met juste sur une page web ou sur un dépôt. Avec l'open access, on peut mettre l'article le plus tôt possible en ligne, avoir des retours et s'assurer la paternité des idées qu'il y a dedans. Donc au contraire, c'est tout le contraire. Et puis de toute façon, il y a un truc aussi qu'il faut noter, c'est que le plagiat, c'est beaucoup plus puni par les mœurs que par la loi, et ça risque pas de changer de toute façon. C'est pas spécialement un appel au boycott des éditeurs traditionnels. On peut tout à fait coexister avec eux jusqu'à ce qu'ils crèvent ou qu'ils s'adaptent. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas uniquement un moyen d'ouvrir la recherche aux citoyens, même si c'est très important. C'est aussi, comme je l'ai dit, une façon de mettre à égalité les étudiants dans le monde entier et les chercheurs dans le monde entier. Ça vous concerne. Et malheureusement, c'est pas la solution à tous les problèmes, parce que quand on est dans un pays où Internet est censuré, ça changera pas. Il y a besoin d'avoir un accès à Internet déjà, ce qui est pas évident partout. Il y a une barrière de la langue, vu que toujours les articles sont la plupart rédigés en anglais.
Et il peut y avoir un problème d'accessibilité parce que les sites web sont pas toujours super bien foutus pour quand on a besoin d'un lecteur d'écran ou ce genre de choses là. Voilà. Donc voilà. Donc c'est quand même quelque chose de vachement bien. Par contre, il y a un souci avec l'open access, c'est que la transition vers le libre accès, c'est rendu difficile par la bibliométrie. Pour ceux qui ne le savent pas, les chercheurs et les chercheuses, ils sont évalués sur leur publication. C'est-à-dire qu'en gros, quand on publie dans un journal qui a un impact factor vachement bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui citent des articles de ce journal, ben c'est vachement bien, et si c'est pas le cas, c'est moins bien. Et évidemment, les journaux chez les éditeurs traditionnels qui existent depuis plus longtemps, ils ont des meilleurs trucs de ce genre-là. Donc c'est difficile en fait de faire la transition à cause de la bibliométrie. Et donc ce qui pose problème aussi là, c'est qu'en fait les jeunes chercheurs qui ont besoin de faire leurs preuves, qui ont besoin de malheureusement d'augmenter leur H-index et autres conneries, ils ont besoin de publier dans ces journaux-là. Donc je veux dire, il y a des domaines où vous n'aurez pas votre post définitif si vous n'avez pas publié votre article dans Nature ou je sais pas quoi. Ça c'est un peu difficile et alors c'est de moins en moins vrai. Et puis surtout, il y a des gens qui disent que les chercheurs plus âgés qui ont déjà fait leurs preuves, eux ils vont moins avoir l'envie d'avoir des trucs qui sont que sur internet, tout ça, parce que c'est flippant, c'est un truc de jeune. Aujourd'hui c'est de moins en moins vrai, on le voit, il y a des efforts qui sont signés en maths par exemple, il y a un boycott de Elsevier qui est signé par par la plupart des grands matheux et tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui va de mieux en mieux. Et moi ce que je me dis surtout, c'est que le libre accès c'est une occasion de remettre en cause la bibliométrie. Donc il y a des gens qui réfléchissent à des métriques alternatives. Par exemple là c'est les trois URL que j'ai listés là. C'est des sites qui proposent en fait de faire de la review différemment, ce qu'ils appellent de l'open review. Et en fait ce qu'ils font c'est de dire que pour juger un article on va plutôt regarder les reviews qu'il a eu. Les reviews sont publiques cette fois-ci, c'est plus quelque chose qui est privé entre les auteurs, des reviewers anonymes et puis l'éditeur. On va juger, les reviews vont être citables, publiques, vont pouvoir à la limite elles-mêmes être reviewées et on va juger comme ça. Si tant est qu'on veuille garder des métriques, parce que c'est pas évident, pas tout le monde est d'accord avec ça, de vouloir comparer des gens qui font de la biologie et de l'informatique sur un axe à une dimension, c'est pas forcément super futé. Voilà. Ensuite on a différents modèles d'open access, je passe un peu du coq à l'âne là, mais j'ai trollé sur la bibliométrie maintenant, je suis content. Donc on a différents modèles d'open access. On a ce qu'on appelle la voie verte, donc c'est l'auto-archivage. Là le principe c'est que les auteurs vont eux-mêmes déposer les articles dans des dépôts. Donc les dépôts ils peuvent être d'institutions, ils peuvent être thématiques, ils peuvent être nationaux. Et c'est des dépôts qui font jamais quasiment leur propre comité de lecture. Ce qu'ils permettent de faire c'est de dire cet article a été publié à tel endroit et revu par le comité de relecture de tel journal, de telle conférence. Voilà, donc ça on a des exemples les plus connus, c'est Archive et en France on a HAL, Hyperarticle en ligne. Ensuite on a la voie dorée, donc ça le principe c'est que c'est directement la revue ou la conférence qui met en accès libre. Le truc c'est qu'en fait donc il y a quelques disons associations scientifiques ou quoi qui ont commencé avec ça et qui font ça plus ou moins bien, c'est-à-dire que donc ils font payer les auteurs en fait eux, voilà. Par exemple, il y a Public Library of Science qui fait payer les auteurs et qui du coup distribue les journaux gratuitement derrière. En revanche, on a les éditeurs classiques qui ont sauté sur l'occasion de l'open access et qui se sont dit « Ah, c'est cool et tout, on va faire pareil. On va proposer l'occasion aux auteurs de choisir s'ils veulent publier en open access. » Donc là, tu cliques sur « Je veux publier en open access » et là, ils te disent « Très bien, c'est 3 000 €. » Et ensuite, comme pas tous les articles sont en open access, il faut quand même que les universités s'abonnent au journal. Et donc, elles continuent de payer derrière. Voilà. Donc c'est bien, l'article lui il est disponible gratuitement, mais par contre on paye juste une fois de plus, donc à la place de 3 fois on paye 4 fois, on pourra imaginer 5, 6, pourquoi pas. Donc il y a un truc aussi qu'on voit de plus en plus, c'est que dans les projets notamment européens, dans les consignes il y avait une espèce de plateforme de réflexion qui s'appelle Horizon 2020 là ces derniers temps, et on voit dans les consignes de ce qui ressort un petit peu qu'il y a une partie des bourses de recherche européennes, il y a une partie des crédits qui va être consacrée à payer ces frais-là en fait pour que les articles soient disponibles en open access. Et ensuite on a un autre truc qui
le mieux. Enfin, on va voir après qu'il y a deux mieux différents. Qui est la voie diamant, on appelle ça. Donc là, il n'y a pas de frais pour les auteurs. La plupart des journaux qui font ça, en fait, sont nés directement avec Internet. En fait, ils sont nés open access, libre accès dès le début. Donc là, il n'y a pas de frais pour les auteurs, ou j'imagine peut-être des frais très faibles, mais j'ai pas vu ça. Il y a une autre façon de faire aussi, là, c'est ce qu'on appelle les épi-revues. Donc les épi-revues, c'est des journaux en fait, qui font leur propre peer review, mais à partir d'articles qui sont déjà sur des dépôts. Donc en France, on a Epicence, par exemple, qui est un projet du Centre pour la communication scientifique directe du CNRS, où en fait on pose les articles sur HAL, ensuite on peut les soumettre, où les gens du comité de lecture vont les chercher tout seuls, même s'ils n'ont pas été publiés ailleurs, pour l'épi-revue. Et en fait, simplement, l'épi-revue, ça va être 2 fois par an ou 1 fois par an, une liste de liens vers le dépôt, vers une version spécifique des articles qui a été acceptée dans le dépôt. Et donc là, on a même pas l'hébergement qui est fait par le dépôt à payer, on a juste le travail des chercheurs comme avant qui est fait, et on a des journaux qui peuvent être de très bonne qualité. Il y en a certains qui fonctionnent comme ça, donc notamment dans le projet Percé, qui est une plateforme commune au CNRS et à l'Université de Lyon et à l'ENS de Lyon, qui a déjà une 50aine de revues, dont certaines qui sont des références dans leur domaine. Ça marche pas mal. Ensuite, je veux juste un petit peu insister, ça c'est mon côté libriste, côté culture et logiciel qui parle, entre la distinction entre gratuit et libre. Là, depuis le début, j'ai principalement parlé de gratuité. En fait, on aurait peut-être dû parler d'accès ouvert et pas libre. La distinction entre les deux, ça va être sur la licence qu'on donne à l'article en fait quand on le distribue. Il y a d'un côté, il va garder son copyright de base, donc tout droit réservé, et d'un autre, on va le mettre sous une licence libre. Une licence libre, c'est une licence qui va autoriser le récepteur de l'article, qui va lui autoriser certaines choses sans qu'il ait à le demander à l'auteur en fait. Donc là, on parle de certains droits réservés. Donc il faut savoir que typiquement, quand on a le copyright, on a le droit de courte citation, on a un droit de parodie, bon, je sais pas si ça sert en science ça, mais voilà, on a un droit de copie réservé à l'usage privé, etc., sous réserve d'attribution aux auteurs évidemment. Avec le libre, on garde la réserve d'attribution aux auteurs, mais on a une permission d'améliorer, de traduire aussi, ça pourrait être vachement intéressant ça pour les résultats scientifiques, d'améliorer, j'ai dit, de faire une œuvre dérivée. Mais aussi par exemple on peut imaginer ce qui va être de l'indexation d'articles par exemple, ou de faire un moteur de recherche sémantique qui va donc utiliser les articles comme ça. Par défaut on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, en fait on est dans une zone complètement grise de la loi, et donc en fait on voit la plupart des initiatives open access, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial avec des choses dont je vais parler tout à l'heure, proposent d'utiliser les licences Creative Commons, notamment la licence Creative Commons BY, donc c'est celle qui requiert l'attribution mais qui permet le remix, le partage, tout ça. Oui, par exemple, imprimer des articles pour vos étudiants ou vos collègues, c'est interdit par défaut si vous n'avez pas une licence libre. Donc propose les licences Creative Commons. Ces licences, en fait, elles sont bien parce qu'elles sont valides dans la plupart des législations qui existent, parce qu'elles ont été écrites par des gens dont c'est le métier en fait de faire ça. C'est pour ça qu'elles sont recommandées la plupart du temps. Voilà. Donc comment faire pour faire tout ça? Donc on peut faire des efforts personnels en tant que chercheur. Donc ça c'est pour ce qui va être la voie verte. Donc on peut mettre nos articles dans les dépôts. On peut choisir de soumettre en priorité à des revues et des conférences qui vont être en open access. La chose qui marche le mieux malgré tout, c'est quand même les politiques d'institutions, ou nationales ou européennes, ou américaines, enfin voilà, nationales, voilà. Donc ça c'est par exemple l'université qui va dire écoutez, moi tout ce que je finance ça doit être en open access, c'est moi qui garde le copyright et c'est sous une licence Creative Commons, donc de toute façon si c'est pas publié dans une revue open access, ça sera disponible sur le openaccess.monuniversité.edu quoi, par exemple. Donc il y a pas mal d'universités qui font ça, j'en listerai quelques-unes tout à l'heure. Et puis il y a une autre bonne solution, c'est la prise d'indépendance totale par rapport aux éditeurs traditionnels. On a de plus en plus de conférences qui font ça. Hier encore, il y a une grosse conférence de l'I3E, la Conference of Computational Complexity, qui a décidé, enfin en tout cas qui a fait un vote qui a 60% des gens a décidé de juste se casser de tout éditeur et de faire tout en ligne eux-mêmes. Oui, mais ça va arriver. c'est une bonne idée, ils vont le faire. Mais c'était un vote, oui, c'était seulement consultatif pour l'instant.
Voilà, il y a d'autres conférences qui font ça dans pas mal de domaines. Donc voilà, comme je dis, il y a déjà pas mal d'initiatives. Donc le mouvement de l'open access a démarré avant 2001, mais il y a eu une cristallisation en fait à ce moment-là, quand il y a eu ce qu'on appelle l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert, où ils ont essayé de définir ce que c'est l'open access. Ils ont fait un appel général à l'auto-archivage et à l'édition de journaux alternatifs en libre accès, donc possiblement indépendants des éditeurs. Ils ont aussi défini un protocole technique qui permet aux différents dépôts comme HAL et Archive de communiquer entre eux. Donc ça c'est en place, ça marche. Ensuite on a eu là, 2 ans après la déclaration de Berlin. Donc ça maintenant ça a été signé par plus de 450 organisations. Les organisations ça va être des grosses universités, le CNRS, l'UPMC, l'INSERM, l'Institut Pasteur. Et 2 ans encore après, on a eu Berlin 3, ce qu'on appelle Berlin 3. Et en fait, là, c'est carrément des prises de position très fortes. Donc, c'est exiger des chercheurs qui déposent leurs travaux dans les archives ouvertes. Donc, en France, les chercheurs CNRS sont normalement obligés de déposer leurs publications dans HAL. Ils sont aussi obligés de crypter leur machine, ils ne le font pas. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas encore super au point, mais en tout cas, c'est en voie. Et ça encourage aussi les chercheurs à publier de préférence dans des revues en libre accès. Donc il y a le CNRS en France qui a signé ça, l'INSERM, le CERN, l'INRIA. Il y a beaucoup de telles initiatives et ça s'accélère pas mal. Hier, il y a l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui est devenue membre de Europe PubMed Central. Donc c'est un espèce de repos open access pour des publications en médecine. Et donc ils ont décidé d'une nouvelle politique open access à partir du 1er juillet 2014. Si sur une publication il y a un auteur qui est financé par l'OMS ou qu'il y a une partie de la publication qui est financée par l'OMS, l'article sera sous licence Creative Commons attribution et sera disponible en open access quoi qu'il arrive, même si la revue ne l'est pas, il sera sur un dépôt sur Europe PubMed Central. Voilà, donc il y a une grosse synergie en France autour de HAL avec le centre, le CCSD du CNRS. Donc voilà. Il y a pas mal donc il y a le MIT, toutes les universités de Californie, Columbia, Harvard, qui sont tous mis à l'open access de manière forcée en fait pour leurs chercheurs. Et ça se passe très bien en fait. En pratique, les éditeurs ont autant besoin des articles que les chercheurs ont besoin. Bon, ils en ont plus besoin en fait, mais surtout du coup les éditeurs ont besoin des articles des chercheurs. Quand l'université de Californie dit l'article il est sous licence Creative Commons et il est en open access, Elsevier ils disent ah bien d'accord. Donc c'est juste une question de faire les choses. Là maintenant je vais voilà, donc ça c'est un peu tout ce que je voulais vous présenter sur l'open access. Là je vais faire une remarque plus personnelle en fait, pas tout le monde est d'accord avec ce genre de choses. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut se méfier donc les dépôts, la voie verte. Il faut se méfier de tout ce qui va être des dépôts d'institutions ou nationaux parce que ça facilite beaucoup la bibliométrie en fait sur HAL. Typiquement moi là dans ma thèse, mon école doctorale veut que je mette tous mes articles sur HAL parce qu'ils peuvent tout lister, calculer comme ça, des machins de H-index et autres bêtises pour après avoir des statistiques et dire regardez nos doctorants ils font ça, on est une super bonne école doctorale, donnez-nous des sous, donnez-en pas aux autres. C'est quelque chose de très dangereux la bibliométrie parce que justement c'est fait pour décider à qui on donne de l'argent. Et cet argent en ce moment il est distribué par bourse, par projet. C'est des choses qui sont à très court terme, c'est pas du tout compatible avec la recherche qui est quelque chose qui se fait à long terme. La science, la recherche c'est pas quelque chose qui se fait sur des projets de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et du coup on a une espèce de précarisation de la recherche. On a des gros projets en France par exemple en informatique, il y a le langage de programmation Camel qui est un truc qui a un succès mondial. Aujourd'hui on pourrait plus du tout créer ce genre de choses parce que il faut embaucher 3 ingénieurs en CDI pour bosser dessus. Aujourd'hui les ingénieurs on peut les embaucher pour 3 ans en CDD et on peut en embaucher qu'un, donc c'est fini, on peut plus faire ce genre de choses, c'est assez triste. Et évidemment je suis pour l'utilisation d'une licence libre et du coup donc la voie platine et du coup une publication plus décentralisée où on a des journaux et des conférences indépendantes qui possiblement communiquent entre eux, mais en tout cas chacun héberge son contenu. Voilà, ça c'est mon opinion à moi, on pourra en discuter après, pas tout le monde la partage du tout. Il y a des gens qui pensent que tous les articles sont disponibles, c'est bien plus important que de se méfier de la bibliométrie. Mais voilà. Donc pour finir, juste quelques liens, donc si vous voulez, je peux vous les filer. J'ai pas mal de références sur tout ce que je vous ai raconté, j'ai des références sur tout en fait. Voilà, donc il y a pas mal de choses. La page Wikipédia sur le libre accès est très intéressante, le bouquin de Peter Söber, donc qui est disponible en ligne, est très intéressant aussi. Marie va nous parler tout à l'heure de l'initiative The Cost of Knowledge et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Le site du CCSD est vachement intéressant aussi.
Voilà.